Bonsoir, merci Monsieur Lebel pour cette introduction. Donc avec Nathalie et Raphaël qui sont l'avenir de la rythmologie rennaise, hein, parce que le projet est de leur donner les clés de la maison dans quelques temps, on va vous parler des troubles du rythme. Donc on ne va pas aborder toutes les questions qu'a évoquées Monsieur Lebel, parce que sinon on ferait toute la cardiologie ce soir, mais on pourra répondre aux questions. Donc on a préparé la présentation à 3 voix. Je vais vous faire une introduction très générale sur ce que sont les troubles du rythme. Puis Nathalie abordera tout ce qui est les traitements avec les prothèses implantables, les stimulateurs, les défibrillateurs. Et Raphaël parlera plus spécifiquement de nouveaux traitements qui consistent à aller détruire les foyers arythmiques à l'intérieur du cœur avec, si possible, beaucoup d'illustrations. Puis bien sûr, après, nous aurons la discussion pour répondre à vos questions. Donc le rythme cardiaque, il faut bien comprendre que le rythme, c'est le chef d'orchestre de votre cœur. Ça marche bien uniquement parce qu'il y a le rythme qui va assurer cette cadence et ce synchronisme entre les différentes cavités cardiaques. Donc c'est fondamental. S'il n'y a pas de rythme, ça ne marche pas bien. Alors ça peut entraîner plusieurs conséquences, mais c'est effectivement l'enjeu majeur, tout naît du rythme. Parce que le cœur, c'est une pompe. Si elle veut tourner ma pompe, elle ne va pas tourner. C'est déjà le problème des connexions. Ce n'est pas grave. Donc le cœur, c'est une pompe. Il ne faut pas perdre que l'objectif de la pompe, c'est d'éjecter du sang dans l'organisme. Et ce qui est important à comprendre, c'est que cette pompe, elle est faite d'une multitude de cellules. Il y a des milliers et des milliers de cellules qui constituent cette pompe cardiaque. Et ça ne marche bien que si ces cellules se contractent en même temps. Donc il faut qu'elles se causent, qu'elles soient connectées et qu'elles marchent dans le bon sens. Avec d'un côté les oreillettes qui doivent se contracter avant les ventricules. Donc tout ça, c'est parfaitement organisé. Et dès que ça se dérègle, eh bien, la pompe va mal fonctionner. Et puis l'extrême de la pompe qui fonctionne mal, c'est la pompe qui peut s'arrêter. Donc le rythme, c'est la base du fonctionnement du cœur. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la contraction qui est dépendante de l'activation électrique. Il faut qu'une cellule ait une activité électrique pour ensuite avoir une activité mécanique. C'est comme dans votre moteur de voiture, il faut d'abord l'allumage avant d'avoir les soupapes qui vont se mettre en pression. C'est pareil. Donc les rythmes, c'est l'allumage de votre moteur de voiture. Alors comment ça marche? Alors je vous ai pris un petit schéma, alors qui pourrait vous paraître compliqué, mais on va le détailler rapidement. Donc en gros, cette activité électrique, c'est vraiment une montre suisse, c'est parfaitement réglé, parfaitement organisé, et quand ça marche bien, comme chez vous, je l'espère en ce moment, on ne sent rien, ça se passe tout seul. Comment ça marche? Eh bien, c'est qu'il y a un groupe de cellules ici qui assure le fonctionnement. C'est la pile ici. La pile, elle est ici, en haut, dans l'oreillette droite. Ici, vous avez l'oreillette droite, l'oreillette gauche, et le ventricule droit, le ventricule gauche. Tout commence ici, au niveau de l'oreillette droite. Et c'est ça qui va donner la cadence de votre rythme cardiaque, à 60, 70 ou 80 par minute. Et on va voir pourquoi cette cadence va varier. Et puis l'activité électrique va activer d'abord les oreillettes, parce que les oreillettes vont se contracter avant les ventricules, et puis va passer au ventricule. Et là, il y a quelque chose qui est important, c'est que le passage de cette information qui naît dans l'oreillette vers les ventricules ne va passer que par un seul fil. Il y a un fil unique qui va assurer la transmission de cet influx électrique. Donc vous imaginez bien que c'est une zone un peu critique puisqu'il n'y a qu'un seul fil. Et puis cette zone aussi, elle est importante parce qu'elle va agir comme un filtre. Si jamais vos oreillettes ont la bonne idée de s'affoler, et on verra tout à l'heure un peu pourquoi, eh bien ici on va avoir un filtre qui va protéger vos ventricules contre des fréquences trop rapides. Donc c'est pas mal fait. On a un fil qui assure la transmission, mais en même temps ce fil, il va protéger vos ventricules contre des cadences trop rapides. Si jamais ça s'emballe là-haut à 400 par minute, jamais vos ventricules vont suivre à 400 par minute. Ça va entraîner une protection. Et puis ensuite, on a des fils électriques qui vont assurer une diffusion très rapide de l'activité dans les deux ventricules. Et pourquoi il faut que cette diffusion soit très rapide? Eh bien, tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, pour que toutes les cellules se contractent en même temps. L'exemple qu'on peut prendre, c'est si vous avez une voiture qui est en panne, que vous voulez la pousser, que vous êtes à 6, si vous poussez tous les 6 en même temps, vous allez faire avancer la voiture. Si chacun pousse à son tour, la voiture ne va pas bouger. Ben c'est pareil. Si les cellules cardiaques ne se synchronisent pas en même temps, elles vont toutes avoir une activité mécanique, mais ça ne va pas entraîner le fonctionnement global de la pompe. Donc la synergie de contraction des cellules, c'est l'élément clé de la contraction cardiaque. Et cette synergie de contraction des cellules, elle dépend directement de cette activité électrique qui doit se faire de façon très rapide et de façon bien synchronisée à l'intérieur du cœur. Et c'est ça qui fonctionne bien de façon normale, de façon tout à fait asymptomatique.
Donc ça, c'est la règle, la base de fonctionnement. Donc c'est ce circuit électrique. Il y a un circuit électrique à l'intérieur du cœur, avec une pile ici dans l'oreillette droite, et des fils qui assurent la transmission et la diffusion dans l'ensemble des cellules cardiaques. Et ce rythme, il va varier. Ce rythme, il va varier, M. Lobel l'évoquait tout à l'heure, il va varier parce qu'il y a un système de régulation, il y a un régulateur de vitesse, et ce régulateur de vitesse, il dépend d'un système qu'on appelle le système nerveux autonome. Alors autonome, c'est bien, ça veut dire que ça fonctionne tout seul. Avec d'un côté un accélérateur, qu'on appelle le système sympathique. L'accélérateur, c'est quand vous faites un effort, quand vous avez une émotion, quand vous êtes stressé, votre cœur va s'accélérer. Si vous vous réveillez en sursaut, hop, votre cœur s'accélère. Si vous faites un 100 mètres, votre cœur va s'accélérer. Et heureusement qu'il s'accélère, parce que sinon le débit cardiaque ne manquerait pas. Donc pour que votre débit cardiaque, pour que la pompe assure un débit cardiaque suffisant à l'effort, c'est grâce au système sympathique qui va accélérer le cœur. Et puis de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle le parasympathique ou le vague, qui va freiner la cadence. Et qui va, quand vous dormez la nuit, votre cœur va se ralentir. Monsieur Lobel parlait des sportifs. Pourquoi les sportifs ont un cœur lent? C'est du fait de l'entraînement, ils ont un système vagal, un système freinateur, plus développé que chez les sujets non entraînés, ce qui leur donne d'ailleurs de la réserve contractile à l'effort. Donc les sportifs de haut niveau, ils ont un cœur qui est très lent. Ce n'est pas parce qu'au départ leur cœur est différent du vôtre, c'est tout simplement parce que du fait de l'entraînement, eh bien, leur système parasympathique s'est hyper développé et tire en permanence la fréquence vers le bas. Mais comme la fréquence vers le haut reste la même, vous, si vous faites un effort, votre cœur va monter de 70 à 140, eux, leur cœur va monter de 35-40 à 180. Donc vous imaginez qu'ils ont une gamme, entre guillemets, de fréquences beaucoup plus étendue qui leur permet de développer une activité au niveau de la pompe qui est beaucoup plus importante. Donc ça se fait aussi de façon tout à fait asymptomatique, vous ne le ressentez pas, c'est de façon automatique. Alors de temps en temps, ce système peut un peu se dérégler, et puis de temps en temps, on peut avoir des coups de frein vagaux un peu trop importants, c'est ce qu'on appelle les malaises ou les syncopes vagales, tout simplement, c'est ce coup de frein trop important. Et puis de temps en temps, on peut avoir un accélérateur qui va un peu trop vite, et des impressions de cœur qui s'accélèrent de façon inappropriée. Donc je ne rentre pas dans le détail du fonctionnement, mais c'est juste pour vous montrer ici à côté que c'est très, très, très compliqué sur le plan de cette régulation. Le système est très compliqué puisqu'en permanence, les deux systèmes se parlent, un qui accélère, l'autre qui ralentit. C'est toujours l'un ou l'autre qui va tirer la couverture à lui. Après, quand on parle de rythme, on est obligé de parler d'électrocardiogramme parce qu'on ne peut pas parler du rythme cardiaque sans considérer les moyens de l'enregistrer. Et le pape de l'électrocardiogramme, c'est M. Einthoven, que vous avez ici, et qui a eu le prix Nobel en 1924 pour ses travaux. Et ici, vous avez le premier tracé qui a été enregistré. Alors, il ne ferait pas trop plaisir à un cardiologue aujourd'hui, mais vous avez tous vu ce genre de tracé quand vous allez chez votre cardiologue, votre médecin, des trucs auxquels on ne comprend rien. Mais vous allez comprendre facilement. Qu'est-ce que vous voyez d'abord? C'est que c'est parfaitement régulier. Là, vous avez un électrocardiogramme normal, un cœur qui bat à un rythme parfaitement régulier. C'est parfaitement organisé. Donc là, on a un rythme normal. Et puis, si on rentre un peu dans les détails, on voit qu'il y a une petite onde au départ qui correspond à l'activité des oreillettes, et puis une grande onde derrière qui correspond à l'activité des ventricules. Une oreillette, un ventricule, une oreillette, un ventricule, une oreillette, un ventricule, etc., comme ça. Et puis la nuit, ça va se ralentir. À l'effort, ça va s'accélérer. Donc c'est la base de l'analyse du rythme, c'est l'électrocardiogramme. Et vous voyez bien que là, on a un petit bout de tracé. Là. On a quelques secondes d'enregistrement. Quand vous allez chez le cardiologue ou chez le médecin, il va vous faire un tracé pendant quelques secondes. Et si vous avez une extrasystole tous les 10 du mois, on a peu de chances de pouvoir l'attraper ici. Et donc, c'est ce qu'on peut avoir de temps en temps, des ratés. Le rythme peut se dérégler. On peut avoir de temps en temps des ratés dans la poitrine, et c'est lié à ce qu'on appelle des extrasystoles, donc des battements anormaux. Il y a un petit battement qui va se délivrer de temps en temps de façon tout à fait inattendue. On peut en avoir tous, et c'est pour ça que je peux déjà reprendre à M. Lobel. On fait tous des extrasystoles. On fait tous des extrasystoles. Si on vous met votre cœur en surveillance pendant 8 jours, on va toujours trouver des extrasystoles chez tout le monde. Il y en a qui ne les sentent pas, il y en a qui les sentent bien. C'est très variable. Il y en a qui en font beaucoup, il y en a qui n'en font pas beaucoup. Et bien sûr, on en reparlera tout à l'heure, la valeur de ces extrasystoles est variable d'un sujet à l'autre. Et puis de temps en temps, on peut avoir des cœurs trop lents, des cœurs qui vont être trop lents, qui ne vont pas s'adapter comme il faut. Alors pourquoi on peut avoir un cœur trop lent? Eh bien, la première raison, c'est qu'on peut avoir une commande ici qui ne marche pas bien. La commande est un peu paresseuse. Au lieu de faire battre votre cœur à 60, 70, 80 par minute, eh bien, vous allez être à 40, 35, 40. Et puis l'adaptation à l'effort ne va pas être bonne. Le cœur va être un peu poussif parce que la commande sinusale n'arrive pas à suivre. Donc ça, ce sont des anomalies qu'on peut corriger. Et Nathalie vous montrera comment on peut le faire tout à l'heure. Donc c'est la première cause d'un cœur trop lent, c'est la commande
qui est un peu paresseuse. C'est pas trop grave parce que derrière, ça va pouvoir assurer. La deuxième raison, alors j'ai peut-être un petit exemple, oui, j'ai mis un exemple. Vous voyez ici un cœur qui fonctionne bien, le ventricule, et puis hop, tout d'un coup, il y a une longue pause ici. Et vous voyez qu'il n'y a aucune activité. C'est la commande sinusale qui s'est arrêtée. Un peu fatiguée, elle a décidé de s'arrêter. Heureusement, au bout d'un certain temps, ça repart. Et vous imaginez bien, si la pause est suffisamment prolongée, le débit cardiaque va descendre très bas et vous pouvez faire un petit malaise, voire une syncope. Donc c'est ici une pause sinusale, la commande qui s'est arrêtée de façon paroxystique, de façon aiguë. L'autre cause des cœurs trop lents, eh bien, ça va être au niveau de la transmission entre l'activité qui vient de la pile, tout là-haut, et les ventricules. Je vous ai dit qu'avec un fil ici de conduction, eh bien, si ce fil ne marche pas bien, eh bien, il ne va plus y avoir de transmission de l'activité de la commande en haut des oreillettes vers les ventricules. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui va se passer? Là, les ventricules s'arrêtent. Effectivement, les ventricules vont s'arrêter. Mais comme ce n'est pas trop mal fait, les ventricules s'arrêtent, mais ils vont souvent reprendre une commande automatique et venir suppléer cette absence de transmission. Il n'en reste pas moins que là encore, le cœur peut se ralentir brutalement, ça peut entraîner des syncopes et ça peut aussi entraîner une mauvaise adaptation à l'effort. Juste un exemple ici, vous voyez ici les oreillettes qui battent à une fréquence peut-être un peu rapide et vous voyez que les ventricules ne suivent pas à tous les coups. Il n'y a pas un ventricule derrière chaque oreillette. La transmission ne se fait plus normalement des oreillettes vers les ventricules parce que ce fil de conduction, il ne marche pas. Il ne marche pas et les ventricules, ils ont leur vie autonome. Mais du coup, il n'y a plus du tout d'adaptation parce que la commande là-haut n'est plus capable de piloter les ventricules. Et donc, pour la contraction du cœur, ce n'est pas bon du tout. À l'inverse, on peut avoir des cœurs trop rapides. Des cœurs trop rapides, donc des cœurs qui vont aller trop vite. Alors, pourquoi on peut avoir des cœurs trop rapides? Là encore, ça peut être la commande sinusale qui s'emballe. On peut avoir des anomalies au niveau de ce nœud sinusal, de cette commande sinusale, qui peut hyperfonctionner. C'est peut-être aussi lié à ce qu'on a vu tout à l'heure, ce système de régulation. Et ce système sympathique, s'il est un peu trop activé, qui peut entraîner une accélération anormale du cœur. Alors ça, c'est bien banal. Par contre, c'est important, cette accélération du cœur, quand le cœur est un peu défaillant. Quand la pompe ne marche pas bien, eh bien, le fait d'accélérer la fréquence, ça peut compenser le fait que la pompe ne marche pas bien, tout au moins au début. Ça peut aller aussi de façon trop vite parce qu'il y a un petit foyer de cellules qui va se mettre à décharger quelque part dans le cœur. Soit comme ici, au niveau des oreillettes. Donc on peut avoir un foyer, un petit groupe de cellules qui décide de vivre sa vie et de se mettre à décharger à des fréquences trop rapides. Et puis de temps en temps, ça peut même totalement se désorganiser. Tellement ça bombarde partout dans l'oreillette, on peut avoir une activité totalement désorganisée et on arrive sur le trouble du rythme qui est le plus fréquent, qui est la fibrillation atriale. La fibrillation atriale avec un cœur qui est totalement désorganisé. Et là, vous avez un exemple. Vous voyez ici que le rythme cardiaque est complètement perturbé, complètement chaotique. Ça s'accélère, ça se ralentit, ça s'accélère. Donc ce sont des oreillettes totalement désynchronisées dans le cadre de la fibrillation atriale. Donc ça, c'est de loin le trouble du rythme le plus fréquent. Et quand les oreillettes fibrillent comme ça, elles ne se contractent plus. Et donc un des risques potentiels, c'est qu'il y ait des petits caillots qui se forment dans les oreillettes et qui puissent ensuite migrer dans la circulation. On pourra en reparler tout à l'heure. Mais ça peut être des foyers qui peuvent naître un peu partout dans les ventricules. Ici, je vous ai mis un foyer dans le ventricule gauche, mais on peut avoir des foyers qui peuvent naître un petit peu partout. Et ça encore, si ce foyer se met à décharger de façon soutenue, eh bien, on aura des tachycardies. Si c'est juste une décharge du foyer, on aura une extrasystole. Si le foyer décharge de façon beaucoup plus prolongée, on aura une tachycardie. Et ça se donnera un genre de tracé. Vous voyez, c'est déjà beaucoup moins sympathique. Vous avez un cœur qui est très rapide, avec une activité qui est complètement désynchronisée, parce que ça ne suit pas du tout le schéma d'activation normal, qu'on a vu normalement, ça arrivait de là-haut et ça descendait dans les ventricules. Et là, ça part d'un point très excentré au niveau des ventricules. Donc ce n'est pas très bon, vous imaginez bien, pour le fonctionnement du cœur. Et ce genre d'événement n'est jamais très très bien toléré. Et le vrai problème des troubles du rythme, c'est un peu celui-là. C'est-à-dire qu'à un moment, tout va bien, et puis vous allez avoir l'ennemi que vous ne verrez pas, qui est ici une extrasystole, qui va engendrer une catastrophe, qui est une fibrillation ventriculaire, donc un cœur qui ne va plus se contracter. Et tout l'enjeu autour des troubles du rythme, c'est de ne pas passer à côté de ça, de ces patients potentiellement à risque, sur un événement isolé, de faire une catastrophe. Parce que ça peut arriver sans prévenir, entre guillemets. Mais à nous de savoir éventuellement le dépister et l'anticiper. Alors quels sont les symptômes qui peuvent faire penser à un trouble de rythme? Bien, la première chose, c'est que très souvent, il n'y en a pas. Très souvent, il n'y en a pas. On parlait tout à l'heure des extrasystoles.
on fait tous des extrasystoles et on ne les ressent pas tous. Donc ça, c'est très variable. Alors ne me demandez pas pourquoi certains ressentent ou pas leurs extrasystoles. Ça, c'est très très compliqué. Mais il y a des patients qui n'en loupent pas une. Vous les mettez sous un scope et puis vous leur dites de me dire top quand il y a une extrasystole, ils vont dire top, 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 top. Et c'est 100% de succès. Et puis il y a d'autres patients qui en font plein. Ça va bien, docteur, il ne se passe rien. Donc il y a une sensibilité personnelle très variable pour la perception de ces extrasystoles. Et puis de temps en temps, on peut ressentir des palpitations. Comme on le disait tout à l'heure en introduction, on ne sent pas battre son cœur comme on ne sent pas sa respiration. Heureusement, vous imaginez, s'il fallait dire il faut que je fasse battre mon cœur, eh bien les palpitations, c'est ressentir son cœur. C'est tout ce qu'on peut avoir. Soit ces impressions de rater dans la poitrine, des à-coups de temps en temps, parce qu'il y a eu un petit dérèglement, des extrasystoles le plus souvent. Soit l'impression d'avoir un cœur trop rapide, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon une tachycardie. Et dans ce cas-là, ça peut être régulier ou irrégulier. Et ça, c'est important pour le rythmologue. Et le médecin vous demandera, quand vous sentez que votre cœur va vite, c'est plutôt régulier ou c'est plutôt irrégulier? C'est une question qu'on vous posera parce que ça orientera vers des mécanismes différents et éventuellement sur des traitements différents. On peut aussi avoir des manifestations qui sont plus sévères, soit des syncopes ou ce qu'on appelle des malaises, même si c'est un mot qui est un peu difficile à utiliser, et des syncopes qui peuvent avoir deux raisons. Soit un cœur qui va pas assez vite, qui s'arrête, soit quelquefois un cœur qui va très vite. Quand ça va très très vite, les ventricules n'ont plus le temps de se remplir, c'est une machine qui marche à vide. Ça se contracte tellement vite que les ventricules n'ont plus le temps de se remplir. Et puis, l'événement extrême, heureusement, c'est loin d'être le plus fréquent, eh bien, c'est d'avoir un arrêt cardiaque, un arrêt mécanique du cœur, et qui peut éventuellement arriver à l'événement le plus grave, qui est la mort subite, si jamais, malheureusement, on n'a pas eu un défibrillateur sous la main. On en avait parlé il y a quelques mois, de la prise en charge des arrêts cardiaques. Alors, les enjeux de ces troubles du rythme, eh bien, les enjeux, il faut d'abord savoir que très souvent, c'est bénin. Mais ce n'est pas parce que c'est bénin que ce n'est pas embêtant. Ce n'est pas parce que c'est bénin que ce n'est pas embêtant. Quand on a mal au genou, ce n'est pas grave d'avoir mal au genou, mais quand on a très mal au genou, c'est quand même embêtant tous les matins d'avoir mal au genou. Pour les palpitations, c'est pareil. Il y a certaines palpitations, certaines tachycardies qui sont parfaitement bénignes, mais qui peuvent vous gâcher la vie parce que ça démarre à tout moment. Et c'est notamment ce qu'on appelle les tachycardies jonctionnelles. On pourra en reparler tout à l'heure. Et puis, ça peut comporter dans certains cas des risques. Donc il y a le risque embolique dans le cadre de la fibrillation atriale, ce que je vous disais tout à l'heure, quand les oreillettes ne se contractent pas, il peut y avoir des petits caillots qui se forment et qui migrent dans la circulation. Et vous imaginez bien que si ça va dans le cerveau, eh bien ça ne se passe pas très bien. Ça peut être cause d'insuffisance cardiaque. À partir du moment où la bonne séquence du cœur n'est plus respectée, le cœur va mal se contracter et ça peut générer ou aggraver de l'insuffisance cardiaque. Et puis au pire, en termes de risque, eh bien, c'est l'arrêt cardiaque. En termes d'enjeu, et c'est extrêmement important, c'est le cœur qui est dessous. Quand il n'y a pas de cardiopathie, sauf cas très particuliers, les troubles du rythme sont très souvent des troubles du rythme bénins. Pas toujours, mais très souvent. Dès qu'il y a une cardiopathie, dès qu'il y a une maladie cardiaque dessous, ça change la donne. Ça change la donne. Donc quand il y a des suspicions de troubles du rythme, il est important d'aller regarder le cœur qui est derrière. Et le premier examen qu'on fait aujourd'hui, Monsieur Lebel en parlait tout à l'heure, c'est l'échocardiographie, cet examen non invasif qui donne rapidement une vision du cœur, mais on peut faire des examens un peu plus sophistiqués, comme des IRM, éventuellement si besoin. L'autre élément important, c'est l'histoire personnelle et l'histoire familiale. Un trouble du rythme chez quelqu'un qui a déjà fait des syncopes ou qui a déjà fait des malaises à répétition, ce n'est pas la même chose. C'est la même chose aussi si vous avez une famille dans laquelle vous avez plusieurs morts subites. Il ne faut pas considérer ça comme anodin. Si vous avez un frère, si vous avez un cousin, si vous avez un oncle, qui a fait une mort subite à 25 ans et que vous-même vous faites des petits malaises où vous sentez le cœur qui s'emballe, c'est à prendre en compte. Et puis l'enjeu le plus important, c'est de documenter l'anomalie. On ne peut pas traiter l'anomalie si on n'a pas documenté l'anomalie. Ça, c'est la règle de base. Et ce n'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Donc le mieux pour documenter l'anomalie, eh bien, c'est d'avoir un tracé pendant la crise. Donc si l'épisode est suffisamment prolongé, vous venez directement à l'accueil cardiologique et puis on vous fera un électrocardiogramme et on fera le diagnostic. Mais si ça dure quelques minutes, vous pourrez toujours courir à l'accueil cardio, vous arriverez trop tard. D'accord ? Et c'est pour ça que les cardiologues ont développé des outils pour essayer d'aller capter en ambulatoire ces anomalies du rythme. Et le mot, vous l'avez peut-être entendu, c'est le fameux enregistrement Holter. Et ici, vous avez une photo de M. Holter. Et c'est son premier appareil. Donc vous voyez que ce n'était pas très, très portable, le premier enregistrement Holter. Aller faire ses courses au supermarché avec, ce n'était pas forcément très facile. Ça faisait 30 kilos. Grosse machine, mais ça marchait pas mal. On avait le tracé sur 24 heures. Alors aujourd'hui, c'est totalement miniaturisé.
hein, et on a des appareils qui peuvent marcher sur 24 à 72 heures avec des électrodes qui sont collées sur la peau et puis un petit boîtier que l'on porte à la ceinture. On a des appareils aujourd'hui qui permettent d'aller plus loin, jusqu'à 4 semaines d'enregistrement, avec des systèmes de traitement du signal qui permettent de condenser tout ça. Et puis le fin du fin aujourd'hui, eh bien, c'est des petits appareils qu'on peut implanter sous la peau. Et aujourd'hui, la dernière version, c'est quelque chose que j'allais dire qu'on peut injecter sous la peau, c'est tout petit, hein, des appareils qui vont suivre votre rythme. Alors là, pendant des semaines et des semaines, puisque ça peut aller quasiment jusqu'à 2 ans, hein, de monitoring de l'information. Et même aujourd'hui, les informations qui sont captées par ces petits appareils, on peut éventuellement les télétransmettre. Hein. On peut avoir un petit boîtier chez soi, et puis dès qu'il y a quelque chose qui est enregistré, hop, ça arrive chez le cardiologue, et quasiment en temps réel, on peut regarder ce qui se passe. Donc on a des outils aujourd'hui qui nous permettent d'arriver au diagnostic. Et puis si vraiment on n'y arrive pas, eh bien, on peut mettre des sons dans le cœur, et Raphaël vous montrera un peu comment on fait. Mais l'enjeu, c'est de faire le diagnostic, parce que sans diagnostic, pas de traitement. On ne peut pas donner un traitement à l'aveugle. Et si on parle des traitements, eh bien, c'est de proposer le traitement le plus adapté. Et le traitement le plus adapté, ça peut être rien. Si ça ne vous gêne pas ou si vous êtes peu gêné et que ce n'est pas à risque, ce n'est pas de traitement. Vous pouvez accepter des extrasystoles de temps en temps. Hein, donc de temps en temps, vous aurez le cardiologue qui va vous décevoir. Vous arrivez, j'ai des palpitations, ça me gêne. Le cardiologue va dire, c'est pas grave. Allez, il n'y a rien à voir, continuez comme ça. On peut donner des médicaments. Alors, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que les médicaments dans les troubles du rythme, il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau. Ça fait 25 ans qu'on utilise les mêmes médicaments. Quand je dis 25 ans, c'est 30 ans même. 30 ans qu'on utilise les mêmes médicaments, hein, pour traiter les troubles du rythme. Donc vous voyez qu'on n'a pas beaucoup progressé de ce côté-là. Et que toutes les avancées en termes de thérapeutique aujourd'hui, eh bien, elles ont été du côté de la technologie. Du côté de la technologie, avec d'un côté les prothèses cardiaques implantables, et c'est Nathalie qui va vous en parler maintenant, et puis les techniques d'ablation qui consistent à aller brûler les foyers de tachycardie pour redonner au cœur un rythme tout à fait normal. Et Raphaël conclura sur cette approche. Donc je donne tout de suite la parole à Nathalie pour les prothèses cardiaques. Alors bonjour à tous. Donc on va commencer là sur les pacemakers et défibrillateurs, donc qui sont les prothèses implantables qu'on a à notre disposition pour traiter les différents troubles dont vous a parlé Monsieur Mabo juste avant. Donc je ne reviens pas là sur l'histoire du circuit électrique cardiaque avec les différents éléments dont vous a parlé Monsieur Mabo. Et on va attaquer d'emblée sur les prothèses qu'on appelle les pacemakers ou les piles ou les stimulateurs cardiaques. Vous avez pu entendre tous ces différents mots pour parler en fait d'une même chose. Donc chez qui on va pouvoir implanter un pacemaker. Donc ça sera les patients qui ont un cœur trop lent, des bradycardies, hein, on a vu ça tout à l'heure. Donc soit par une déficience de la commande, de la pile initiale qu'on appelle le nœud sinusal, soit par un défaut de conduction au travers du fil électrique, comme on a pu le voir précédemment. Et il faut que la plupart du temps, ces bradycardies soient associées à des symptômes. Et comme on l'a vu également, le plus souvent, ça sera des syncopes, qui est vraiment le symptôme phare dans cette indication-là. Mais on peut avoir des symptômes un peu plus atypiques, comme des malaises ou même une fatigue à l'effort, la sensation d'être bridé à l'effort, comme on l'a vu lorsqu'il y a un défaut de la commande centrale. Alors, de quoi est constitué un stimulateur cardiaque? On a plusieurs éléments. Donc, il y a le boîtier qui contient la pile, ici en bas, le système électronique qui va permettre de traiter l'information et le connecteur au travers duquel on pourra brancher les sondes avec des petites vis qui nous permettent de connecter la sonde. Donc, on mettra une ou plusieurs sondes selon l'indication de la stimulation cardiaque. Et le programmateur qui nous permet après d'interroger à travers la peau la prothèse implantée pour faire les contrôles réguliers et puis pour pouvoir vérifier le bon fonctionnement. Donc il y a différents types de sondes en fonction des cavités où on va mettre les sondes et qui ont plusieurs formes et plusieurs systèmes d'attache parce qu'il va falloir que ces sondes elles s'attachent à l'intérieur du cœur. Donc on peut avoir soit des vis comme on le voit sur celle qui est en gros plan ici, soit des systèmes de petits barbillons, de harpons qui vont venir s'accrocher à l'intérieur du cœur. C'est celles-ci, les sondes à vis qu'on utilise le plus souvent maintenant. Alors comment se passe l'implantation? Donc ça se passe sous anesthésie locale. Alors je ne sais pas si on a très bien vu, on va peut-être revenir parce que c'est parti un peu vite. On va pouvoir faire une incision
au niveau en dessous de la clavicule de quelques centimètres et puis passer à l'intérieur de la veine pour pouvoir venir placer la sonde à l'intérieur du cœur. Et nous, on va pouvoir développer un système de vis à l'extrémité de la sonde qui est en dehors du corps du patient, qui va venir du coup se visser à l'intérieur du muscle cardiaque. Donc ici, c'est l'exemple d'une sonde qui va aller dans le ventricule. Et donc, alors ça, c'était les petites vidéos qui fonctionnaient pas très bien, mais là, on voit, donc nous, on va se repérer, là, c'est vrai, on voit très bien sur la vidéo d'avant, mais nous, on se repère sous radioscopie. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir voir. Là, on voit qu'il y a une petite vis au bout qui s'est déployée. Et ça, c'était sur une vue où on voit comment les petites sondes avec les barbillons peuvent s'accrocher à l'intérieur du cœur. Donc une fois qu'on a mis ces deux sondes, on va pouvoir brancher les deux sondes sur le boîtier, comme je vous ai montré tout à l'heure, à travers le connecteur, et puis faire des mesures électriques pour vérifier que les sondes soient bien accrochées. On a des paramètres à vérifier pendant l'intervention. Puis les sondes sont rangées derrière le boîtier qu'on va venir insérer dans une loge sous la peau pour pouvoir refermer ensuite l'incision. C'est une intervention qui prend entre 45 minutes et 1 heure, avec tout compris, l'installation, le nettoyage de la peau à plusieurs reprises dans un environnement de bloc opératoire et, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, sous anesthésie locale. Donc ça, c'était pour les patients qui ont des cœurs trop lents. Ils sortent généralement le lendemain de l'implantation, c'est une hospitalisation plutôt brève. Et ensuite, en général, on contrôle les prothèses 1 fois par an avec le système dont je vous parlais également précédemment, avec un petit boîtier qu'on pose en regard de la pile et qu'on va pouvoir interroger à travers la peau. Ensuite, on va avoir les patients qui vont avoir un cœur trop rapide, chez qui on va pouvoir, dans certaines indications, proposer l'implantation d'un défibrillateur cardiaque. Alors, c'est un moyen en fait de prévenir la récidive de troubles du rythme cardiaque graves qui peuvent mettre la vie en jeu. Et c'est les troubles du rythme qu'on a vus tout à l'heure, qu'on appelle la fibrillation ventriculaire, dont on a un exemple ici, avec un rythme cardiaque très rapide et tellement anarchique qu'il conduit à un arrêt cardiaque, à un arrêt de la pompe. Donc les patients qui ont présenté une mort subite, un arrêt cardiaque qui a pu être réanimé avec succès en rapport avec ce genre de troubles du rythme, on va leur proposer l'implantation d'un défibrillateur implantable, puisqu'on sait que le seul traitement, c'est de pouvoir bénéficier d'un choc électrique par un défibrillateur, mais qu'ils n'auront pas forcément la chance à une deuxième reprise d'avoir quelqu'un qui pourra apporter un défibrillateur externe, comme on voit ici en bas à gauche, et délivrer le choc. Donc l'idée, c'est qu'ils aient en permanence le défibrillateur sur eux pour pouvoir intervenir en cas de problème. Donc ça, cette indication-là, elle est bien reconnue. Et puis, il y a tout un autre groupe de patients à risque, dont on sait sur certains critères qu'ils vont pouvoir être à risque de présenter des emballements graves du cœur, et on pourra leur mettre en prévention un défibrillateur pour traiter au cas où l'arythmie devait se présenter. Donc le défibrillateur, c'est globalement le même principe avec un boîtier, une sonde et un programmateur qui nous permet de l'interroger. Simplement, le boîtier, il est un petit peu plus gros puisque, en plus de la pile et du système électronique qu'on avait tout à l'heure, on a les condensateurs qui vont permettre de charger et de délivrer la charge électrique en cas de besoin. Donc la sonde, elle est également un peu différente, mais c'est globalement le même principe. Et le programmateur qui nous permet d'interroger le défibrillateur à travers la peau pour vérifier son bon fonctionnement et surtout pour vérifier si jamais le patient a reçu un choc électrique, que le défibrillateur a bien fait son travail et a choqué à bon escient. Alors simplement, parce que c'est vrai qu'on peut trouver encore que c'est des prothèses qui sont un peu grosses, les défibrillateurs, mais en 30 ans, on a eu affaire à une forte miniaturisation des prothèses, et c'est vrai que par rapport aux premières qui ont été implantées, on a perdu on est quasiment à 10% de la taille des prothèses initiales. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour les implantations qui initialement se faisaient par les chirurgiens sur la face du cœur en mettant le boîtier plutôt dans la cavité abdominale, alors que maintenant la technique d'implantation est globalement similaire à celle du pacemaker. On fait ça sous anesthésie locale avec une incision qui nous permet de venir cathétériser cette veine et de venir mettre une sonde que l'on connecte ensuite au boîtier qui est donc un peu plus gros. Donc on a pris au préalable une loge un peu plus grosse.
Et donc ce boîtier il va pouvoir, comme c'est le cas ici, détecter une arythmie ventriculaire grave et délivrer un choc électrique entre le boîtier et la sonde pour remettre le cœur dans son rythme normal et faire repartir la pompe mécanique pour traiter l'arythmie. Donc ça ne va pas prévenir les arythmies, mais ça va permettre de les traiter rapidement et la plupart du temps efficacement. Donc la technique d'implantation est globalement la même, simplement le boîtier est un petit peu plus gros, mais généralement les patients sortent également le lendemain de l'intervention qui a été effectuée aussi sous anesthésie locale. Alors, à côté de ces deux techniques qui sont maintenant réalisées de façon très fréquente, on a des nouvelles technologies parce qu'évidemment, toutes ces techniques ont certaines complications et certains inconvénients qui visent à être prévenus par de nouvelles techniques en développement. Alors, puisqu'on parlait des défibrillateurs, la sonde qui relie le défibrillateur au cœur est finalement un peu le talon d'Achille de ce système et peut se casser, s'abîmer, être source d'infection. Et donc, il y a des constructeurs qui ont souhaité développer un système entièrement sous-cutané, sans aucun matériel à l'intérieur du cœur, donc afin de préserver le système cardiaque et le système vasculaire. Et c'est ce qu'on voit ici, avec une sonde qui est implantée sous la peau, je vais vous montrer après la procédure, et qui est implantée sous la peau comme ça, avec le boîtier qui est placé sur le côté de l'aisselle, et le choc électrique sera délivré de la même façon que précédemment, entre le boîtier et la sonde. Donc ça, c'est pour montrer sur une radio ce que nous, on peut voir quand on a mis le système en place. Et on voit que là, tout est à l'extérieur du cœur, hein, puisque le cœur, il est ici, et que le système est complètement extracardiaque. Et donc la procédure, là, pour le coup, elle se réalise sous anesthésie plutôt générale, avec un patient qui est installé au bloc opératoire. C'est pareil, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça prend généralement 1 heure aussi pour l'intervention. Et donc on va faire finalement plusieurs incisions pour ce modèle-là. Donc on prend nos repères initialement, hein, qu'on trace au feutre, puis on nettoie la peau comme pour toute implantation de matériel. Hein. Et donc on va faire une première incision qui va nous permettre de ranger le boîtier là sur le côté de l'aisselle, puis 2 petites incisions en regard du sternum qui vont nous permettre de venir chercher la sonde en la passant sous la peau. Donc c'est pour ça que pour l'instant on ne peut pas faire ce genre de technique sous anesthésie locale, mais ça permet d'avoir un trajet de la sonde assez important en n'ayant que 2 petites incisions, plus l'incision du boîtier. Généralement on garde les gens hospitalisés un peu plus longtemps, 48 à 72 heures, le temps que les cicatrices soient bien visibles et puis qu'on puisse donner des antalgiques à l'hôpital puisque ça fait un petit peu plus mal que l'intervention précédente. Et c'est un système qui a fait la preuve de sa bonne efficacité pour détecter les troubles du rythme et pour délivrer des chocs de façon efficace, tout en ayant préservé le système vasculaire. Donc c'est vrai que c'est une intervention qu'on a débutée il y a maintenant un peu plus d'1 année au CHU de Rennes et qu'on peut proposer à certains patients qui sont éligibles à cette thérapie. Voilà, et donc la deuxième innovation dont je voulais vous parler, c'était le pacemaker sans sonde. Vous voyez qu'on essaye dans toute cette technique de s'affranchir des sondes qui vont à l'intérieur du cœur, puisque ça reste toujours ce talon d'Achille, ce maillon faible des systèmes de stimulation et de défibrillation. Comme je vous l'ai dit, hein, sur les pacemakers, c'est exactement la même chose que sur les défibrillateurs. Elles peuvent se casser, entraîner une infection ou se déplacer. Donc on a essayé de développer, et c'est ce qui a été fait par une société, des stimulateurs sans sonde intracardiaque. Et donc l'ensemble du matériel du pacemaker, à la fois le boîtier plus la sonde, ce que je vous montrais tout à l'heure, est compris dans cette petite capsule qui va être installée directement à l'intérieur du cœur sans faire de cicatrice, en faisant une petite ponction au niveau de la veine fémorale. Donc il est constitué d'une petite vis qui va permettre de venir se fixer à l'intérieur du cœur et d'un petit système d'accroche pour pouvoir venir le placer. Donc on passe par la veine fémorale et puis on va pouvoir ainsi gagner les cavités cardiaques en amenant à l'aide d'un petit tuyau qu'on pourra repérer sous rayon X le matériel à l'intérieur du cœur et dans le ventricule droit. Donc ici on le voit qui arrive et puis on va pouvoir venir le visser
à l'intérieur du cœur, après avoir repéré en injectant un petit produit où était la paroi du cœur, cette petite capsule qui contiendra l'ensemble du matériel qui permettra de stimuler le cœur si besoin. Donc c'est ce que l'on voit ici. Il va se fixer donc au niveau du ventricule droit. Donc pour le moment, c'est un système également dont on a débuté les implantations au CHU, mais qui est réservé à des patients qui n'ont besoin d'un stimulateur qu'avec une seule sonde, puisque pour l'instant, on ne peut mettre qu'une seule petite capsule dans le ventricule. Donc les patients qui ont plusieurs sondes ne peuvent pas être éligibles à ce type de stimulateur. Donc toutes ces nouveautés, évidemment, vont certainement se développer dans le futur pour finalement peut-être pouvoir implanter plusieurs capsules qui communiqueront avec un défibrillateur mis sous la peau et préserver au plus l'intérieur du cœur pour ne plus mettre de matériel à l'intérieur. Alors bonjour à tous. Donc moi j'ai la charge de vous parler de tout ce qui concerne les techniques d'ablation endocavitaire des troubles du rythme cardiaque. Alors quand on parle d'ablation, en fait, par définition, on définit ça comme étant le traitement curatif des accès de tachycardie en allant supprimer le foyer qui est responsable de ces troubles du rythme cardiaque. Tout à l'heure, M. Mabot vous a bien présenté les différentes causes de symptômes cardiaques, notamment quand les gens pouvaient faire des malaises parce qu'ils avaient le cœur qui battait trop lentement. Et dans ce cas-là, on fait ce que le docteur Béard vous a dit, on implante des piles. Et parfois, c'est plutôt l'inverse, les gens ont des accès de palpitation. Et ça, ce sera le symptôme principal des tachycardies. Ce seront donc ces palpitations qui pourront être régulières ou irrégulières, à début brutal ou à début progressif. Pareil pour la fin brutal ou fin progressif. C'est toutes ces questions que le cardiologue vous posera afin de mieux préciser, afin de mieux avoir une idée possible du diagnostic de ces épisodes de tachycardie. Alors, ça donne un peu les électrocardiogrammes que le professeur Mabot vous a montré tout à l'heure, qui sont des électrocardiogrammes avec beaucoup d'activité cardiaque. Là, vous avez un cœur qui bat environ à 200 par minute. Et qui vont être responsables de symptômes. Le patient, dans ces cas-là, soit il est asymptomatique, ce qui est quand même relativement rare, soit il sentira des symptômes à type de raté, de palpitation, d'emballement du cœur. Lorsque, comme vous le disait le professeur Mabot, nous, on a différentes actions possibles sur ce genre de troubles du rythme. Soit le cardiologue peut vous proposer de ne rien faire s'il considère que le trouble du rythme est bénin. Soit, si le trouble du rythme est gênant pour votre qualité de vie ou si on considère qu'il est potentiellement à risque, on peut être amené, dans ces cas-là, à vous proposer un traitement médical avec ce qu'on appelle des antiarythmiques, donc des médicaments qui vont éviter la récidive de troubles du rythme cardiaque. Et la troisième possibilité que l'on a, c'est les techniques d'ablation. Alors, c'est des techniques qui sont aujourd'hui rodées, qui ont été débutées à peu près dans les années 90, si je ne me trompe pas, qui étaient initialement relativement complexes et qui se sont grandement simplifiées au fil des années. Des techniques qui sont aujourd'hui des techniques de pointe. On dispose de systèmes assez complexes qui nous permettent d'aller supprimer de façon définitive les foyers, les zones responsables des tachycardies que les patients peuvent avoir. Alors il y a différentes étapes quand on a décidé de faire une ablation, quand le cardiologue a, encore une fois, c'est toujours prouver d'abord le trouble du rythme. Donc dans ce cas-là, comme vous le disait le professeur Mabot, c'est avoir un électrocardiogramme où on authentifie la présence d'un trouble du rythme cardiaque. Et s'il est gênant ou s'il est grave, les médicaments le plus souvent en première intention. Et si les médicaments ne marchent pas, on peut vous proposer ça. Alors l'ablation, elle a 3 étapes. Tout d'abord, on va mettre en place des cathéters dans votre cœur. Ensuite, on va repérer les zones qui sont responsables des arythmies. Et ensuite, on va aller les cautériser, les supprimer. Donc, pour faire ce genre de technique, donc ça nécessite une hospitalisation. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui, en tout cas en ambulatoire. Globalement, souvent, les patients arrivent la veille de l'intervention. Le lendemain, on leur fait l'intervention et
intervention qui peut être plus ou moins longue, qui peut durer environ de 1 à 3-4 heures en fonction de la difficulté qu'on a pu avoir à retrouver le trouble du rythme ou de la technique que l'on utilise. Et vous pouvez sortir globalement à 24-48 heures après l'intervention. Donc la première étape est mettre les cathéters dans le cœur. Vous avez différents troubles du rythme cardiaque, comme on vous l'a présenté lors de la première présentation. Certains qui sont au niveau du cœur à droite et certains qui sont au niveau du cœur à gauche. Et donc pour ça, on va avoir différents accès au cœur. Pour accéder au cœur à droite, on va passer par la veine fémorale. Donc dans tous les cas, on va passer donc par les veines et les artères fémorales qui se trouvent au niveau du pli de l'aine, à droite et ou à gauche. Et donc pour avoir accès au cœur droit, on va donc passer au niveau de la veine fémorale. On va faire une piqûre au niveau de la veine fémorale sous anesthésie locale. Donc on va vous anesthésier localement au niveau du pli de l'aine. On va mettre un petit introducteur que vous voyez ici, que vous devinez. Et via ce petit introducteur, on va pouvoir monter une sonde à travers la veine fémorale, puis qu'on revoit ici, puis la veine cave inférieure, qui est la veine qui est centrale dans l'abdomen et dans le torse, qui rejoint ensuite l'oreillette droite ici. Et on peut donc avoir accès à l'oreillette droite et au ventricule droit via cette technique. Donc c'est une technique qui n'est pas du tout douloureuse. On endort au niveau du pli de l'aine, on injecte un anesthésique, donc le patient ne sent rien, on met juste le petit introducteur et on monte la sonde. De la même façon, l'ensemble des veines ne sont pas innervées, donc en montant la sonde, le patient ne ressent aucun symptôme particulier, aucune douleur, on arrive simplement au niveau du cœur. Deuxième chose, pour aller au cœur gauche. Pour aller au cœur gauche, on a deux techniques. Soit on va passer au niveau du pli de l'aine, mais cette fois-ci par l'artère. Et vous voyez que là, on prend l'artère, puis l'aorte, qui est le tube principal qui sort du cœur. Et on va pouvoir rentrer à travers la valve au niveau du ventricule gauche, éventuellement de l'oreillette gauche. Donc même technique que tout à l'heure, on endort au niveau du pli de l'aine et on monte cette fois-ci via l'artère. La deuxième technique que l'on peut faire pour aller à gauche est la même que tout à l'heure pour aller à droite, ponction par la veine. On va monter notre cathéter par la veine cave inférieure et arriver dans l'oreillette droite. Et cette fois-ci, on peut passer de l'oreillette droite à l'oreillette gauche en traversant la cloison qu'il y a entre la gauche et la droite des oreillettes et donc se retrouver dans les cavités gauches avec une sonde, un cathéter qu'on va pouvoir utiliser par la suite. Donc ça, c'était la première étape qui consistait à monter des sondes. Alors, quand on parle de sondes, on a ramené avec le docteur Béard, donc on pourra vous les montrer tout à l'heure à la fin. Donc c'est comme des spaghettis qui sont relativement longs, qui font environ 1 mètre, 1 mètre et demi, et que nous, on peut manipuler avec une poignée. Et vous voyez qu'on a ces différents petits systèmes qui permettent en fait de plier la sonde, de la courber. Donc soit on va la monter toute droite, et quand on arrivera au niveau des cavités cardiaques, on peut, en manipulant ces différentes poignées, courber la sonde et aller se positionner dans les zones que l'on souhaite. Alors la technologie a grandement évolué et aujourd'hui, l'industrie nous a fourni beaucoup de cathéters différents. Vous voyez, on a beaucoup de formes, de multitudes de formes, que ce soit en forme de ballon, en forme d'étoile, ici aussi un ballon, ici en forme de cercle. Différents cathéters que l'on a tous à disposition ici au CHU de Rennes et qui nous permettent de localiser certains types d'arythmies. Et pour différents types d'arythmies que les patients peuvent avoir, on sera amené à utiliser soit des cathéters relativement simples, soit des cathéters un peu plus complexes. Une fois qu'on a mis en place les différents cathéters dans les cavités cardiaques, la deuxième chose que l'on va faire, c'est repérer les zones responsables des arythmies, des troubles du rythme cardiaque. Alors la première méthode dont on dispose, est ce qu'on appelle la fluoroscopie, donc c'est les rayons X. C'est la même façon que lorsqu'on vous fait une radiographie des poumons, par exemple, on utilise des rayons X. Et là, on peut utiliser des rayons X en direct. Le patient est allongé sur la table et on peut, comme ça, en utilisant des rayons X, voir l'ensemble des sondes. Et ici, vous voyez une sonde qui est rentrée dans le cœur ici,
une deuxième qui est là, et une troisième qui se trouve ici. Donc ainsi, en utilisant les rayons X et en mobilisant la sonde, on voit la localisation précise de nos sondes, on voit nos sondes bouger, et on peut ainsi aller directement sur la zone d'intérêt, sur la zone responsable des troubles du rythme cardiaque. La deuxième technique est d'utiliser ce qu'on appelle des signaux endocavitaires. De la même façon qu'on peut vous faire un électrocardiogramme externe, via l'extérieur, un électrocardiogramme normal et standard que vous avez peut-être déjà eu, on peut faire la même chose, mais via l'intérieur du cœur. Faire un ECG interne, en quelque sorte, puisque en utilisant les cathéters ont des petits récepteurs en distalité, au bout des cathéters, et via le bout des cathéters, on va enregistrer l'ensemble de l'activité cardiaque. Et là, vous voyez, ça ressemble un peu à du chinois, mais vous voyez quand même que l'ensemble des traits, on voit des traits qui partent vers le haut, vers le bas. Et l'ensemble de ces signaux, nous, on peut les reconnaître et on peut savoir précisément, avec l'aide de la fluoroscopie et avec l'aide de cet électrocardiogramme interne, on sait précisément où on se situe et ainsi repérer les zones responsables de troubles du rythme cardiaque. La troisième technique, qui est une technique très moderne, qui existe depuis maintenant un peu plus de 10 ans, est ce qu'on appelle la cartographie tridimensionnelle. Alors aujourd'hui, quasiment toutes les voitures disposent de GPS. Alors comment marche le GPS ? La voiture et le système GPS est reconnu par différents satellites, il en faut au moins 3, et grâce à ces 3 satellites, la distance entre la voiture et chacun des satellites va être calculée, et on va pouvoir précisément savoir où se situe cette voiture sur Terre. De la même façon, chez l'homme, il a été développé un système qui consiste en fait à coller des patchs sur le torse et sur le dos, et les sondes que l'on va mettre à l'intérieur du cœur vont être repérées par l'ensemble de ces patchs, et le même système du système GPS va en fait calculer la position des sondes par rapport à chacun de ces patchs, et on va pouvoir précisément savoir la localisation des sondes dans le cœur. Alors c'est une technologie de pointe qui est complexe. Là vous voyez, on a mis des patchs sur le patient, on a monté une sonde, et la position de la sonde va être précisément calculée par un ordinateur très complexe, un système assez complexe dont on dispose. Il existe aujourd'hui dans le marché différents systèmes que nous avons à Rennes, et on utilise l'ensemble de ces systèmes. Et ça nous permet de reconstruire l'anatomie du cœur, et ça nous permet de localiser très précisément la position des sondes. Alors je vous ai mis une petite vidéo pour vous montrer. Là vous voyez, on a la petite sonde qui est reconnue par l'ordinateur, et on est en train de bouger la sonde, et au fur et à mesure que l'on bouge la sonde, on voit apparaître le cœur du patient sur l'écran de l'ordinateur. Donc là vous voyez la sonde, on balade la sonde dans le cœur, on la fait bouger partout, et on voit petit à petit, là c'est une oreillette, on voit petit à petit l'oreillette du patient se dessiner, et ainsi on peut savoir précisément par rapport aux différentes veines que vous voyez ici arriver dans le cœur, par rapport au massif de l'oreillette, on peut avoir exactement la position du cœur. On va un peu plus doucement que ça, voilà, vous voyez que c'est déjà accéléré x3, et moi je l'ai en plus accéléré pour que ça aille un peu plus vite. Vous voyez ici, par rapport au rayon X, on voit la sonde qui bouge, et en parallèle, vous avez sur le système. Par ailleurs, vous pouvez aussi voir qu'on a tout ce système d'électrocardiogramme interne avec les signaux qui nous sont donnés par les sondes. Donc finalement, on travaille de façon un peu multimodale avec les rayons X, avec ces systèmes de cartographie, avec l'électrocardiogramme interne, et tout ça nous permet aujourd'hui de précisément localiser les zones de troubles du rythme cardiaque. On peut également, une fois qu'on a dessiné les oreillettes des patients ou dessiné les ventricules, voir les arythmies en temps réel. Et là, vous voyez la petite activation en blanc qui se met à tourner indéfiniment. Et comme ça, on peut voir même l'arythmie en direct en train de tourner dans le cœur du patient pour savoir exactement sur quoi on va pouvoir taper plus tard. Ensuite, la dernière étape consiste à cautériser les zones responsables des troubles du rythme cardiaque. Alors aujourd'hui, on dispose de 2 énergies principales, qui est la radiofréquence, qui est en fait utiliser le chaud. C'est une sonde dont le bout va pouvoir chauffer. On va appuyer sur une pédale, ça va faire chauffer le bout de la sonde. On va précisément se mettre sur la zone responsable du trouble du rythme, appuyer sur la pédale,
Ça va faire chauffer la zone et donc détruire définitivement cette zone responsable du trouble du rythme cardiaque. La deuxième énergie dont on dispose aujourd'hui est ce qu'on appelle la cryoablation. Ce n'est pas le chaud, cette fois-ci c'est le froid. De la même façon, c'est soit une sonde standard, soit un ballon qui va refroidir, qui va descendre à moins 50, moins 60 degrés et qui va de la même façon détruire la zone sur laquelle on se trouve. Un exemple, la fibrillation atriale, arythmie la plus fréquente en pratique clinique courante. On peut faire définitivement supprimer la fibrillation atriale. Alors la fibrillation atriale, elle naît au niveau des veines pulmonaires. C'est les veines qui se raccrochent au niveau de l'oreillette gauche. Et donc là, vous avez l'exemple. Pour une ablation de fibrillation atriale, on peut monter une sonde par la droite, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ensuite, on va passer à gauche à travers la cloison entre les deux oreillettes. On va monter la sonde d'ablation de radiofréquence, donc qui va chauffer. On voit la veine et on va aller cautériser la zone qui est responsable des arythmies, responsable de la fibrillation atriale. Ainsi, la veine qui est responsable de la fibrillation atriale ne pourra plus faire passer l'oreillette en fibrillation atriale et le patient sera guéri de son arythmie. Et après, une fois on fait les 4 veines, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, et une fois qu'on a fini, on s'en va. Ça a l'air simple comme ça, c'est un peu plus complexe. La réalité, elle est comme ça. On a dessiné l'oreillette du patient, et avec notre petite sonde que vous pouvez voir, là encore c'est en accéléré, vous voyez la sonde qui fait des petits points rouges, c'est les points où on est en train de cautériser. Vous avez ici une veine et la deuxième, une veine et la troisième et la quatrième, et on est en train de faire toute une ligne, un trait de cautérisation autour des veines pour aller supprimer ces foyers de troubles du rythme cardiaque. La fibrillation atriale, on peut la guérir par la radiofréquence, on peut également la guérir par la cryoablation. Et dans ce cas-là, on utilise ce ballon que l'on va en fait encastrer en quelque sorte dans la veine pulmonaire. Là, vous avez un exemple. Même principe, on passe par la veine fémorale, on traverse le septum, la cloison entre la droite et la gauche du cœur. On voit les veines là que vous voyez un petit peu avec des petits éclairs qui sont en train d'envoyer de la fibrillation. On va mettre un petit guide métallique tout fin dans la veine. On va sortir le ballon dans l'oreillette du patient, gonfler le ballon. On va pousser le ballon dans la veine pulmonaire pour l'encastrer en quelque sorte dans la veine. Ensuite, on injecte un produit pour vérifier qu'on a bien tout bouché la veine. Mais en fait, là, vous voyez qu'il y a une petite fuite. Donc, on voit qu'il y a une fuite. Donc, on va pousser un peu plus le ballon, comme c'est démontré ici. On réinjecte le produit. On voit qu'on est bien occlusif, qu'on a bien touché l'ensemble de la veine. Et à ce moment-là, on va lancer l'application de l'énergie, lancer l'application du froid. Ça va descendre vers moins 40, moins 50, moins 60 degrés. Et ainsi, étant donné qu'on est en contact avec l'ensemble de la veine, on va aller cautériser l'ensemble de la veine et supprimer ainsi la fibrillation atriale. On fait ainsi les 4 veines, et une fois qu'on a fait les 4 veines, de la même façon, la procédure est terminée. D'autres arythmies, par exemple le flutter atrial, ce qu'on appelle un flutter, c'est une espèce de court-circuit dans l'oreillette. On peut de la même façon aller faire un petit trait d'ablation. On va cautériser une zone du cœur, et en cautérisant cette zone du cœur, on supprime cette arythmie définitivement. Alors aujourd'hui, on peut aller traiter différentes arythmies, la fibrillation, le flutter, ce qu'on appelle les tachycardies atriales, ces 3 arythmies étant les arythmies au niveau des oreillettes, la partie haute du cœur. On peut aller traiter les arythmies qui sont au niveau du milieu du cœur, ce qu'on appelle des tachycardies jonctionnelles, ou la maladie de Bouvray. Et on peut aller traiter également le ventricule, en allant traiter les tachycardies ventriculaires ou les extrasystoles ventriculaires, si elles sont responsables de symptômes chez les patients. Alors globalement, aujourd'hui, on a un taux de succès qui est quand même relativement élevé et qui dépend des procédures. Pour les flutters, les tachycardies atriales, les tachycardies jonctionnelles, on est plutôt de l'ordre de 95 à 98% d'efficacité. Et en cas de récidive, on peut reprendre le patient pour aller donner une touche supplémentaire pour supprimer définitivement l'arythmie. Pour la fibrillation atriale et la tachycardie ventriculaire, le succès est un peu moindre, mais tout de même, on arrive à guérir définitivement 70 à 80% des patients
Et de la même façon, en cas de récidive, on peut effectuer une nouvelle procédure. Et enfin, on parle des bénéfices. On peut parler également des éventuelles complications, qui est quand même relativement faible, plutôt de l'ordre de 1%, et qui dépendra du taux du type d'arythmie, qui dépendra de la durée de la procédure également. Donc en conclusion, les arythmies sont responsables de symptômes que sont les palpitations. Souvent, la première ligne de traitement que vous proposera le cardiologue seront les médicaments antiarythmiques. Et en cas d'échec des médicaments, ou parfois en première intention, s'il s'agit d'une arythmie grave ou alors qu'on peut traiter simplement, on est amené à effectuer une ablation endocavitaire par cathéter. Aujourd'hui, on dispose de plusieurs énergies. Je vous en ai parlé de 2 spécifiquement qui sont celles qu'on utilise régulièrement, la radiofréquence et la cryoablation. Et le taux de succès est relativement élevé avec un faible taux de complications. Je vous remercie.